Bonjour, c'est Xavier Mauduit. C'est la rentrée des classes, sacré Charlemagne. Écoutons dans le cours de l'histoire s'il a vraiment inventé l'école. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Mais qui a eu cette idée folle? C'est sans doute Robert Gall, le parolier de chansons à succès. Il a écrit Au voleur pour Magali Noël, Les amants merveilleux pour Édith Piaf et surtout La Mama pour Charles Aznavour. En 1964, Robert Gall est très inspiré quand il écrit les paroles d'une chanson pour sa fille, France Gall, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. C'est bien sûr ce sacré Charlemagne. Ah, l'inspiration est là parce qu'il y a en effet quelque chose de sacré dans ces écoles carolingiennes, qu'il s'agisse de Saint-Martin de Tours ou en Suisse de l'abbaye de Saint-Gall, décidément, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer les profs. Fermons un instant les yeux et remontons le cours du temps jusqu'au 1er siècle de notre histoire, vers l'an 800, à l'époque de Charlemagne, l'empereur légendaire à la barbe fleurie, grand fondateur d'école et ami des enfants. Mais voici que la porte s'ouvre et paraît Monseigneur Alcuin. C'est un grand vieillard au trait fin. L'empereur le suit. Puisqu'il me permet de retrouver au milieu de vous, mes enfants, Monseigneur Alcuin, qui fut mon fidèle conseiller. Il y a bien longtemps, après avoir repoussé les infidèles et rétabli l'ordre dans mon empire, je me suis attristé de voir mon peuple, autrefois civilisé, retourner lentement vers la barbarie. J'étais moi-même aussi ignorant que le dernier de mes soldats. Mais le savant moine Alcuin accepta de m'aider et bientôt s'ouvrir des écoles, où chacun, fils de noble ou fils du peuple, put apprendre à lire et à écrire. C'est la radio scolaire en 1956 pour le premier degré. Bonjour Marie-Céline Isaïa. Bonjour. Ça vous fait rigoler, ça? Ah oui, j'ai bien ri. Appeler Alcuin Monseigneur Alcuin et tout de suite après ce savant moine, ça fait deux contresens en une seule phrase. C'est quand même Alors c'est pourquoi? Dommage. Parce qu'Alcuin était diacre et que toute sa formation a été reçue à l'école cathédrale de York. Ça ne fait de lui ni un moine, ni un monseigneur. Il n'est jamais devenu archevêque d'York, alors que c'était peut-être le projet, en tout cas, de ses collègues. Ils auraient bien voulu qu'il revienne à la tête de l'église de York, mais Charlemagne en avait décidé autrement. Il l'a nommé abbé de Tours, abbé de Saint-Martin de Tours. Voilà, dans la pédagogie, la correction est quelque chose de très important. Bonjour Thierry Kouamé. Bonjour. On peut corriger des choses aussi dans ce petit extrait. Et déjà, mettons les pieds dans le plat, Charlemagne n'a pas inventé l'école. Ah non, effectivement, disons, l'école existait bien avant, évidemment, Charlemagne. En quelque sorte, on a une grande tradition qui, pour le Moyen Âge, finalement, est héritière aussi de la basse antiquité. Simplement, l'école qui émerge à la suite de l'Antiquité est une école plutôt ecclésiastique, alors que dans la basse antiquité, vous aviez des écoles publiques municipales, et nous avons donc, à partir du Haut Moyen Âge, une école plutôt ecclésiastique où l'on forme des clercs. C'est l'objectif principal. Alors là, l'exemple ici qui nous est donné montre justement Alcuin, qui a fait ses études dans une école cathédrale à York, qui traverse la Manche et qui va ensuite, disons, servir l'empereur d'Occident. Mais il y a déjà évidemment des écoles ecclésiastiques qui fonctionnent. Simplement, je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tard, mais il y a, au moment du règne de Charlemagne, et surtout de son fils Louis le Pieux, il va y avoir une évolution dans les structures scolaires occidentales. Marie-Céline Isaïa, voilà, Charlemagne n'a pas inventé l'école, mais il se passe quelque chose pendant ce moment, alors que l'on nomme Renaissance carolingienne, c'est la réforme carolingienne, il se passe quelque chose quand même autour de l'idée de transmettre des savoirs. Il se passe quelque chose dans l'idée que l'école doit être ouverte à tous. C'est peut-être la question qui nous intéresse le plus, en fait. Là où Charlemagne et Alcuin travaillent ensemble, c'est pour le grand capitulaire qu'on appelle l'Admonitio Generalis. On est en 789, Alcuin est certainement derrière ce texte, même si c'est Charlemagne qui le promulgue. Et là, tout d'un coup, dans un des nombreux chapitres de ce grand capitulaire qui doit dire ce qu'est l'Église, à quoi elle sert, comment elle est organisée, Charlemagne glisse « et si chaque paroisse correspondait à une école. » Donc quand on dit que le personnel scolaire, les professeurs sont des clercs, que l'école est cléricale, c'est du point de vue du recrutement des enseignants. Et si chaque
pasteur qui a charge d'âme, chaque curé, chaque prêtre, était en même temps responsable de la formation chrétienne et aussi d'une première alphabétisation. Alors bien sûr, si on a créé des paroisses partout à l'intérieur de l'Empire carolingien, ça donne potentiellement autant d'écoles. Voilà. Charlemagne n'a pas inventé le principe, mais disons qu'on a cette idée d'une généralisation possible et d'une école alors qui sera accessible à tout chrétien et pas simplement à ceux qui se destinent au sacerdoce et pas simplement ceux qui se destinent à reprendre la charge de prêtre de leur père, puisque nous sommes encore dans un Occident où éventuellement on peut être prêtre de père en fils. Ce qui pose toujours des problèmes, cette phrase, être père de père en fils, vu de notre regard, ça fait très très bizarre à entendre, mais c'est un autre monde. C'est un autre monde, et alors vous souriez, mais ça veut dire aussi que ces écoles paroissiales sont accessibles aux filles, aux garçons, aux libres, aux esclaves, ou en tout cas à ce qui reste de dépendants. C'est vraiment l'école normalement autant accessible que le sont les sacrements et que la messe, que le sont les prières. Une école aussi ouverte que peut l'être l'église de son bled, en fait. On pourrait peut-être tout de suite préciser la motivation de Charlemagne, parce que nous entendons très bien ce qui est dit là, mais c'est pas simplement une forme d'altruisme, de philanthropie. Quelle est sa motivation, Thierry Kouamé ? En fait, il faut bien voir que dans la Renaissance carolingienne, ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne, c'est donc effectivement Marie l'a dit, l'école est ouverte à tous. Néanmoins, c'est vrai que notamment dans l'Admonitio Generalis, on considère que il est grave que les clercs ne sachent pas le latin correctement le latin au point de faire des fautes et de corrompre le texte sacré. Donc il y a quand même un aspect de réforme de l'Église dans cette Renaissance carolingienne, qui d'ailleurs n'est pas du tout étrangère à la gestion de l'Empire, puisque Charlemagne, comme d'ailleurs son père, comme ses ancêtres, on pourrait dire même les Mérovingiens l'avaient déjà fait, utilise l'épiscopat, utilise finalement la hiérarchie ecclésiastique pour administrer. Or, nous en sommes à une époque où effectivement le recrutement du clergé fait qu'il n'y a pas une connaissance assez précise du latin et concrètement, ce qui va se passer au cours de cette période-là, c'est surtout un approfondissement de la connaissance du latin, de manière à ce que les ordres administratifs, que la gestion même, disons, du gouvernement puisse se faire correctement. Donc ça, c'est quand même au-delà de l'aspect, évidemment, amélioration de l'instruction du peuple chrétien, il y a quand même aussi un intérêt politique dans cette réforme. Faut tenir l'Empire. Il faut bien se replacer dans le contexte linguistique de ce que représente le 8e et le 9e siècle. À l'échelle de l'histoire longue de notre Europe, le latin est en train de devenir une langue morte. Le latin, on l'a parlé, Clovis le parle, les Grégoire de Tours le parlent encore. Et puis là, tout d'un coup, il est tellement devenu une langue qui n'a plus rien à voir avec le latin classique, qu'il y a d'un côté la langue que les gens parlent pour de vrai, des langues matinées de langue germanique, et ce latin classique, le latin de l'Église, le latin de l'Antiquité, qui est une langue morte et qu'il va falloir apprendre. Donc ça rend aussi d'autant plus nécessaire cet apprentissage finalement scolaire. Et alors, j'ajouterai 2 points que Thierry Kouamé a déjà esquissé de façon tout à fait juste. Charlemagne veut des prières efficaces. Pour le succès de l'Empire, il faut que les gens prient correctement, et si on ne prie pas Dieu dans les bons termes, on entend chez Charlemagne cette crainte que peut-être Dieu n'écoute pas les prières. Et puis alors, deuxième gros problème, Charlemagne a peur. Est-ce que c'est de bonne foi? Est-ce que c'est par cynisme? En tout cas, il dit avoir peur de l'hérésie, de la prolifération des hérésies. Il lutte contre les hérésies, l'adoptionnisme en particulier. Et pour arriver à répondre aux hérétiques, il faut des savants. Et il faut des spécialistes du texte de la Bible. Tout cela demande quand même une formation d'excellence. Le temps long, vous l'avez dit, Marie-Céline Isaïa, parce que pour comprendre le moment Charlemagne, il faut regarder ce qu'il y avait avant. Lorsque Charlemagne voulut entreprendre sa grande œuvre de restauration, c'est à Alcuin qu'il fit appel. La décadence de la culture en Gaule n'avait cessé en effet de s'accentuer depuis cette fin du VIe siècle, où Grégoire de Tours écrivait, dans un latin qui est lui-même un triste témoignage, « On ne peut plus trouver personne qui en grammaire, instruit de la dialectique, puisse compter les événements,
ni en prose, ni en vers. Malheur à notre temps, car l'étude des lettres a péri parmi nous. C'est en 789 que par un capitulaire célèbre, le futur empereur Charlemagne décrète l'ouverture dans chaque monastère et dans chaque évêché d'une école où seront enseignés le psautier, le chant, le compute ecclésiastique et la grammaire. Pour plaire à Dieu, déclare Charles, il ne suffit pas de bien vivre, il faut aussi parler correctement. C'est Maurice de Gandillac que l'on vient d'entendre, philosophe, historien de la philosophie, qui s'exprimait en 1954 avec toujours un tableau très sombre porté sur la période d'avant. On sait bien les procédés rhétoriques pour mettre en valeur une certaine période et de dire qu'auparavant c'était la catastrophe. Mais à vous écouter l'un et l'autre, Marie-Céline Isaïa et Thierry Kouamé, il y avait quand même une période où la maîtrise du latin se perdait un petit peu. C'est-à-dire que cela reflète une forme de réalité tout de même. Alors le latin ne s'est pas perdu, le latin a continué sa vie de latin, de même qu'aujourd'hui nous parlons un français qui n'a rien à voir avec le français du XVIIe. On ne dit pas pour autant que notre français est un français de la décadence. Simplement, évidemment, le décalage se creuse par rapport aux textes de l'Antiquité. Donc c'est à l'aune des textes antiques, si on veut continuer à pouvoir lire Ovide et Virgile, qu'il faut réapprendre un latin classique. Et c'est à cette aune-là que, évidemment, le latin de Grégoire de Tours a l'air décadent, alors qu'il ne l'est pas du tout, selon les critères du VIe siècle. C'est le latin de son temps. C'est le latin de son temps. Thierry Kouamé. Et par ailleurs, il faut se déprendre peut-être de ces a priori vis-à-vis du latin mérovingien, parce que certains auteurs justement de la période mérovingienne prenaient un malin plaisir aussi à utiliser un latin simplifié pour justement, disons, avoir accès à un plus large public. Et c'est ce latin simplifié qui, vu par nos philologues du XIXe siècle, était considéré comme absolument lamentable. Mais en réalité, il s'agit aussi d'un artifice rhétorique. Oui, parce que c'est vraiment ce latin-là avec une destination, c'est se faire comprendre. Alors se faire comprendre du plus grand nombre, se faire comprendre de Dieu, c'est pas tout à fait la même chose. À un moment, on a beaucoup insisté sur l'idée que Charlemagne aurait eu une forme de fétichisme de la langue, qu'il aurait voulu revenir à une correction parfaite, donc toujours cette idée qu'avec la grammaire qu'il faut, Dieu sera à l'écoute. En fait, Alcuin résiste pas mal à cette idée-là. À un moment, un certain abbé d'Arras, qui s'appelle Radon, lui demande de reformuler un texte mérovingien, c'est la vie de Saint Vaast. Alcuin s'exécute, donc réécrit un texte mérovingien en latin classicisant carolingien, en latin de la Renaissance carolingienne. Mais au moment où il publie cette nouvelle vie de Saint Vaast, il explique, attention, il ne faut pas s'attarder au détail des mots. Ce qui est le plus important, c'est l'intelligence de la vérité. Donc, ne fétichisons pas la grammaire. Ce qui compte, c'est de savoir de quoi on parle. Voilà. Et là-dessus, Alcuin est très clair. Et puis, ce qu'il est possible de lire aussi, parce que il y a dans cette réforme carolingienne l'idée de mettre en place une écriture qui se lit beaucoup mieux. Alors ça participe exactement de tout ce que vous venez de nous dire depuis le début de l'émission. Là, il faudrait pouvoir montrer des images. Il faudrait pouvoir vous apporter ce que c'est qu'un manuscrit, effectivement, écrit dans une cursive mérovingienne. Aujourd'hui, pour un œil non exercé, c'est complètement illisible. Ce n'est pas Alcuin qui invente la minuscule caroline, mais il est vrai que dans différents centres monastiques de l'Empire carolingien, on fabrique une minuscule qui devient, à nos yeux, qui en avons l'habitude, quelque chose de beaucoup plus lisible, en tout cas qui dissipe toutes les ambiguïtés, tout ce qui peut prêter à confusion, tout simplement. C'est la minuscule qui a inspiré les humanistes et que nous pratiquons encore aujourd'hui à l'école. Là, il y a effectivement renaissance carolingienne dans la mesure où l'invention de cette nouvelle écriture cursive, beaucoup plus rapide à tracer et sans ambiguïté, permet la production massive de manuscrits. Et s'il y a renaissance, c'est peut-être d'abord d'un point de vue quantitatif qu'il faudrait l'appréhender. On n'a jamais perdu tout à fait les textes du passé. On connaît ailleurs que Lucain, on connaît Stas, on connaît Aristote, on connaît Cicéron. Simplement, tout d'un coup, quand on peut multiplier les manuscrits par la Caroline, alors c'est l'Occident entier qui peut en bénéficier. Thierry Kouamé, rappelons aussi l'espace qui nous intéresse. C'est un empire, c'est extrêmement vaste, avec énormément d'échanges. Et donc, avoir un latin que tout le monde peut comprendre et une écriture que tout le monde peut lire, ça consolide cet espace immense. Oui, tout à fait. Pardon. Oui, tout à fait. En fait, on est, disons, dans un espace qu'il faut administrer.
qui est divisé en un certain nombre de circonscriptions, donc les comtés, qui nécessitent évidemment à chaque fois un représentant du roi ou un représentant de l'empereur, et l'ensemble de cette administration finalement est obligé d'utiliser une langue commune qui est le latin. Et lorsque l'on voit la manière dont l'empire est administré, ses capitulaires donc qui sont rédigés en latin dans une langue qu'on va essayer justement de normaliser de manière à ce que n'importe qui dans l'ensemble de l'Empire puisse le lire, on comprend tout à fait l'intérêt d'une réforme de la langue, d'une réforme de l'écriture, puisqu'il faut évidemment le médium, c'est l'écriture pour atteindre cette connaissance-là. Et donc du coup, on voit l'articulation entre la réforme culturelle et les aspects politiques de cette réforme et administratifs. Auparavant, avant cette réforme dont nous parlons, il y avait bien sûr des écoles, il y avait de l'enseignement. Puisque nous nous intéressons particulièrement aujourd'hui au métier, le métier de transmettre les savoirs, c'était qui auparavant qui se chargeait de tout cela? On était dans un monde évidemment de clercs, j'imagine. Alors, on est dans un système où, depuis le haut Moyen-Âge, on a abandonné les écoles municipales qui existaient donc dans l'Empire romain, et ce qui se développe sont des formations pour clercs dans les monastères, dans les cathédrales, et certaines écoles presbytérales aussi. On a des mentions d'écoles presbytérales au tout début du Moyen-Âge. Simplement, on n'a pas d'officier attitré dans toutes les églises qui porteraient le même nom, si je puis dire, ou en tout cas qui auraient la même fonction. On sait simplement que, dans certaines régions de l'Occident médiéval, on avait certains types de personnages par exemple dans l'Espagne visigothique. On a, grâce aux conciles qui ont été conservés, on a des indications sur le type de personnel qui enseignait dans les écoles, qui étaient différents de ce qu'on retrouvait en Provence ou de ce que l'on retrouvait dans le nord de la Gaule. Simplement, là encore, c'est vrai que la période carolingienne est essentielle. On va assister donc à partir effectivement de Pépin le Bref, mais ça va se développer avec Charlemagne et encore plus avec Louis le Pieux, qui en quelque sorte arrive après Charlemagne, le fils donc de Charlemagne, Louis le Pieux, arrive à un moment qui est celui de l'apogée de l'Empire. Alors c'est vrai qu'on considère que c'est souvent Charlemagne, mais malgré tout, le début du règne de Louis le Pieux est véritablement une période d'apogée de l'Empire, et il va normaliser tout cela. On assiste en fait à des décisions qui sont prises sur les règles monastiques, par exemple, où on va étendre à l'ensemble de l'Empire la règle réformée de Benoît de Nursie, donc réformée par Benoît d'Aniane. Et pour l'aspect scolaire, il y a une règle qui est prise pour l'ensemble des chapitres cathédraux de l'Empire, c'est la règle d'Aix de 816. Et dans cette règle d'Aix, il y a donc un chapitre qui prévoit que dans chaque chapitre cathédral, il y aura un maître qui s'occupera donc de l'éducation des enfants. Une histoire de famille, Pépin le Bref, Charlemagne, Louis le Pieux, le père, le fils et le petit-fils. Marie-Céline Isaïa, c'est cette histoire-là qui nous intéresse, cette transition où il n'y a pas auparavant de spécificité de métier d'enseignant, et là on voit quelque chose qui se glisse tout doucement vers la naissance de gens spécialisés. Alors Thierry Coimet a tout à fait raison, parce qu'il parle du point de vue des institutions. C'est-à-dire que Louis le Pieux, c'est cet homme qui uniformise les normes dans l'Empire, et qui donc effectivement demande que la même règle s'applique partout, que partout il y a un responsable des écoles, et là on va voir apparaître effectivement la fonction d'écolâtre. Mais avant, dans le monde monastique, évidemment qu'il y avait des enseignants, et évidemment qu'il y avait des spécialistes, des responsables de l'école, et ce d'autant plus que le monastère est par structure une école. Il faut se replacer dans le contexte d'un monachisme qu'on appelle d'oblation, c'est-à-dire qu'on devient moine entre 5 et 7 ans parce que vos parents vous ont offert au monastère, ce qui fabrique par nature, qui crée par nature un lien entre monastère et lieu de formation, d'éducation, puisque le petit moine âgé de 5, 6, 7 ans, il faut en même temps lui apprendre à se lever la nuit, à savoir faire son lit, à être gentil avec ses camarades, à apprendre le latin, à chanter les psaumes, et tout ça se
nous ensemble, pour que le monastère soit une longue école de la vie. Et ça rencontre très bien l'esprit même de la règle de Saint Benoît, c'est-à-dire Benoît de Nursie, qui parle comme un père à son fils en lui disant « Écoute mes conseils, écoute ce que je vais t'apprendre. Le monastère, la vie monastique, c'est une école de la vie chrétienne. » Et toute cette ambiance pédagogique, finalement, fait que dans chaque monastère de l'Occident latin, non seulement il y a des écoles, mais il y a des professionnels de la formation, des gens qui sont très attentifs à dire comment on doit être avec les enfants et pas simplement ce qu'on doit leur apprendre. Et ça, c'est l'univers des monastères. Et vraiment, le monastère, c'est au cœur de toute cette réflexion que nous avons avec, on l'a évoqué beaucoup, Charlemagne, bien sûr, son père, son fils, Pépin le Bref, et Louis le Pieux. Mais il y a un personnage qui est un peu notre héros aujourd'hui, on a souvent cité son nom, c'est Alcuin. Il cultiva passionnément les arts libéraux et, plein de vénération pour ceux qui les enseignaient, les combla d'honneur. Pour l'étude de la grammaire, il suivit les leçons de Pierre de Pise. Pour les autres disciplines, son maître fut Alcuin, un Saxon originaire de Bretagne, l'homme le plus savant qui fut alors. Il consacra beaucoup de temps et de labeur à apprendre auprès de lui la rhétorique, la dialectique et l'astronomie. Il apprit le calcul et s'appliqua avec attention et sagacité à étudier le cours des astres. Il s'essaya à écrire et avait l'habitude de placer sous les coussins de son lit des tablettes et des feuillets de parchemin afin de profiter de ses instants de loisir pour s'exercer à tracer des lettres. Mais il s'y prit trop tard et le résultat fut médiocre. Merci Olivier Martineau pour cette lecture de la vie de Charlemagne. Marie-Céline Isaïa, ici nous avons dans un texte très important parce que c'est la vie de Charlemagne. Oh là, oui. Ah, par Éginard qui a connu Charlemagne, qui l'a fréquenté, qui l'a admiré et sans lequel on ne saurait rien de la personnalité de l'empereur, bien sûr. Et Éginard représente Alcuin comme étant le professeur de Charlemagne. Oui, alors il faut quand même expliquer quelques passages, parce que quand on dit qu'il vient de Bretagne, ça veut dire qu'il vient de l'île de Bretagne, donc Alcuin qui est un anglo-saxon. Et on voit bien que Alcuin n'était pas là dès les origines, c'est-à-dire que Charlemagne petit n'a pas été confié à Alcuin. Ils se sont rencontrés, ils étaient déjà assez âgés, et ils se sont rencontrés, on pense à Parme, en tout cas c'est ce que nous raconte la vie d'Alcuin. Et à partir du moment où Charlemagne a rencontré Alcuin à Parme, il avait déjà, en fait, entendu longtemps parler de la réputation de ce maître exceptionnel et il se l'est attaché, il l'a ramené à la cour. À partir des années 780-790, Alcuin vit dans le palais d'Aix, dans l'entourage de Charlemagne. Après, il y a quelques missions diplomatiques qui le ramènent en Northumbrie. Une hésitation, donc j'en ai parlé, Alcuin se demande s'il va devenir archevêque de York. Et puis, c'est le tumulte et l'anarchie dans les royaumes de Northumbrie et de Mercie entre 795-796. Le roi Ethelred est assassiné et Alcuin reste prudemment sur le continent et donc il va mourir abbé de Saint-Martin de Tours. Ce que vous vouliez savoir, c'est ce que Alcuin enseignait à Charlemagne. Eh oui. Ouais. Dans l'extrait d'Éginard, on voit qu'il ne lui enseigne pas la grammaire, ce qui est un peu paradoxal parce que Alcuin est l'auteur d'un manuel de grammaire, mais Éginard respecte la préséance et sait que Pierre de Pise était là avant. Bon, apparemment Pierre de Pise c'était pas quelqu'un de très drôle et ses méthodes d'enseignement de la grammaire c'était un petit peu à l'ancienne, alors qu'Alcuin arrive avec des méthodes pédagogiques qui sont les méthodes pédagogiques des anglo-saxons, qui sont beaucoup plus rigolotes, qui sont à base d'énigmes, à base de charades, à base de petits défis qu'on lance à l'élève, et Alcuin séduit bien au-delà de Charlemagne. Alcuin séduit la cour, alors où l'on peut éventuellement se moquer de lui, dire qu'il est un peu rustique parce qu'il est anglo-saxon, dire que ce n'est certainement pas le plus grand poète de son époque, mais qu'il a ce charisme de l'enseignant qui fait qu'on a envie de lui poser des questions. Et puis c'est un puits de science. Il faut dire que quand il arrive, ça fait déjà 20 ans qu'il enseigne dans l'école cathédrale de York. Donc il arrive aussi avec un métier déjà parfaitement maîtrisé. Et puis il y a déjà un système qui existe, il y a déjà des choses en place, c'est pas lui qui invente le métier de professeur. Thierry Kouamé, est-ce qu'il existe une école mise en place par Alcuin auprès de Charlemagne dans le palais, la chapelle? C'est quelque chose qui revient souvent, l'école du palais.
Alors effectivement, on est même allé jusqu'à parler d'académie du palais, qui est là, le terme est totalement excessif. Mais en réalité, ce que l'on appelle l'école du palais, c'est quelque chose qui provient déjà même du palais mérovingien, puisque dans le palais du roi des Francs, eh bien, le roi accueille les enfants de l'aristocratie, qui, d'ailleurs, pour certains sont pratiquement plutôt des otages que des invités, des enfants de l'aristocratie qui vont s'essayer, apprendre, se former à l'administration pour ensuite pouvoir être envoyés dans les comtés dont je parlais tout à l'heure. Donc le palais est une école avant Charlemagne, mais c'est vrai que à la fin du 8e siècle, au début du 9e siècle, on assiste à une telle concentration, compte tenu de la taille de l'Empire, de savants qui viennent d'Italie, donc du monde anglo-saxon qui est en dehors de l'Empire carolingien. Donc on est là, ça couvre encore plus large, mais l'on voit aussi des réfugiés de la péninsule ibérique, comme Théodulphe d'Orléans, qui a dû quitter la péninsule ibérique avec l'avancée des Sarrasins. Donc on est dans une situation où l'on va concentrer à Aix-la-Chapelle, mais dans le palais qui peut être itinérant avant Aix-la-Chapelle, on va concentrer un certain nombre de savants venant de toutes parts de l'Occident, et c'est ça aussi qui fait toute la richesse de cette cour de Charlemagne, le fait qu'il puisse bénéficier, comme l'a très bien dit Marie, à savoir de cette pédagogie anglo-saxonne, qui d'ailleurs va aussi, alors je grille peut-être un peu les étapes, mais il va y avoir, on va parler notamment des Irlandais aussi, à un moment, puisque ces Anglo-Saxons, ces Irlandais, avaient aussi développé un certain nombre de techniques pédagogiques pour enseigner le latin dans un monde qui n'était finalement plus latinophone. Donc là, pour le coup, on n'était même plus dans un latin vulgarisé, on était dans une autre langue, le celte ou l'anglo-saxon. Et donc, ils devaient véritablement développer des techniques pédagogiques beaucoup plus robustes que celles que l'on utilisait sur le continent. C'est ça qui, à la fin du 8e siècle, va séduire, parce que finalement, à la fin du 8e siècle, en Gaule, on est pratiquement dans une situation où les gens parlent une langue vernaculaire, vulgarisée, un latin vulgarisé, qui est très loin du latin. Oui, parce que ce monde-là n'est pas le monde d'avant. On voit bien avec Charlemagne que se restructure l'espace. C'est une volonté. On utilise le mot renaissance. Il est peut-être un peu galvaudé, mais on comprend. C'est faire renaître cet empire-là. Thierry Coimet, vous avez évoqué ces otages à l'école. On peut préciser, ce sont les enfants d'aristocrates confiés à la cour de Charlemagne pour s'assurer que le papa va rester tranquille. Exactement, oui, parce que c'est un empire malgré tout. Il s'agit pas d'une communauté libre et si je puis dire volontaire. Donc il y a dans l'ensemble de l'Empire un certain nombre de familles aristocratiques qui sont notamment aux marges. Je pense notamment à la Bavière, à la Bavière et à l'Aquitaine, qui ont toujours été, disons, des régions assez turbulentes par rapport au pouvoir franc. Et de ce point de vue-là, il est clair que les rois des Francs avaient tout intérêt à maintenir auprès d'eux des jeunes otages qui servaient de gage à la fidélité de leurs parents. Et ces jeunes enfants bénéficiaient de cet enseignement au plus près de l'empereur. C'est très important de reparler de ces otages-là, parce que ça nous amène à parler de la question de l'âge. En fait, pour comprendre le phénomène dont on est en train de parler, il faudrait replacer les étapes finalement. L'éducation dont on a parlé, l'éducation paroissiale, les écoles de Charlemagne, concernent des enfants qui apprennent à lire, qui doivent apprendre le psautier. Donc on parle de 6-7 ans. Là, quand on a lu Éginard, on voyait Charlemagne s'exercer dans les disciplines qui relèvent davantage de l'enseignement secondaire. 14-15 ans, c'est l'âge des otages, qui arrivent et qui là vont pouvoir s'exercer à la dialectique, à la rhétorique, à ce qu'on a appelé les arts libéraux, les arts du langage, trivium, les arts des mathématiques, des chiffres et des quantités, quadrivium. Et puis au-delà, l'Académie palatine, là pour le coup, ne concerne que des adultes, des gens qui ont déjà été formés et qui sont là plus dans une situation d'émulation pour faire valoir leurs compétences, faire valoir leurs qualités, montrer qu'ils sont bons, alors chacun dans son domaine, moi plutôt dans la poésie figurée, moi plutôt dans la discussion théologique. Et là, il faut imaginer plus un cercle où on essaie de participer au cercle du pouvoir en montrant
un talent qui est utile et distinctif. Tout cela se passe à l'école du Palais. Charlemagne, pris sur le tard d'un appétit de connaissance, convoquait à l'école ouverte dans son palais sa sœur, ses filles, sa femme, ses cousines, ses concubines, quelques autres encore, parents des seigneurs de sa cour. Il était persuadé de leur apporter grand honneur en les faisant instruire non seulement dans les travaux de leur sexe, mais aussi, comme ses fils, dans les arts libéraux. À cette école du Palais, on discutait à perte de vue sur les thèmes de ce genre. Qu'est-ce que l'écriture? La gardienne de l'histoire. Qu'est-ce que la parole? La trahison de la pensée. Qui engendre la parole? La langue. Qu'est-ce que la langue? Le fléau de l'air. Qu'est-ce que l'air? Le gardien de la vie. Qu'est-ce que la vie? La joie des heureux. La douleur des malheureux. L'attente de la mort. Qu'est-ce que l'homme? L'esclave de la mort. L'hôte d'un lieu. Un voyageur qui passe. La tribune de l'histoire en 1967. Marie-Céline Isaïa, mais nous venons d'assister à un cours. C'est pas du tout une récitation de l'élève face à l'enseignant. C'est beau, ça nous rappelle la part du dialogue. C'est-à-dire que la pédagogie, depuis l'Antiquité, c'est savoir dialoguer, pratiquer des questions-réponses. Quand Alcuin écrit sa grammaire, c'est sous la forme d'un dialogue entre Franco et Saxo, qui se renvoie la balle. C'est pas du tout le maître qui parle, c'est un élève de 15 ans qui répond à un élève de 14 ans et il se faut entre eux répéter leur leçon. Alors, c'est une fiction pédagogique, mais effectivement, le principe du dialogue, de la question-réponse, doit aider, sans doute parce qu'on apprend par cœur, en tout cas c'est ce qu'on entendait dans l'extrait, on apprend par cœur les réponses qu'il faut donner, et apprenant par cœur, ça y est, on a mis en place 2 ou 3 mots de latin avec les bonnes désinences au bon endroit, c'est magique. Et ça y est, c'est parti, c'est ça, hein, c'est cette clé qui permet d'ouvrir et puis de donner l'envie d'aller encore plus loin. Thierry Kouamé, vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université de Franche-Comté, vous avez écrit de l'office à la dignité l'écolâtre cathédrale en France septentrionale du 9e au XIIIe siècle, et puis plus récemment vous avez co-dirigé cet ouvrage intitulé Examen, grade et diplôme, la validation des compétences par les universités du XIIe siècle à nos jours. Là c'est un temps beaucoup plus long. Écolâtre, ce mot qui apparaît dans le titre de votre ouvrage, qu'est-ce ? Alors, l'écolâtre, en fait, bon, c'est un terme qui a fini par se fixer, puisque on trouve au Moyen-Âge tout un tas d'autres. On trouve Scholasticus, évidemment, qui est l'origine latine d'écolâtre ou escolâtre en ancien français, mais on trouve Magister Scholarum, Magister Scholae, Primicerius. Bon, donc il y a une très grande diversité de termes, mais c'est vrai que l'historiographie a retenu ce terme d'écolâtre pour finir. Il s'agit en fait d'un officier ecclésiastique. Parce que c'est ça. C'est vrai que, comme l'a très bien dit Marie, il y a évidemment des spécialistes de l'enseignement, et notamment dans les monastères, dans le Haut Moyen-Âge. Mais c'est vrai que ce à quoi on assiste, donc à l'occasion de cette renaissance carolingienne, c'est finalement à la fixation d'un office ecclésiastique. Et j'avais parlé tout à l'heure de la règle d'Aix, donc la règle d'Aix-la-Chapelle en 816, qui prévoit que tous les chapitres cathédraux auront un maître. On ne voit là, finalement, la mise en œuvre de cette règle, on la voit concrètement seulement au milieu du IXe siècle, en 841. C'est la première fois que est évoquée la constitution d'une dotation, donc d'un patrimoine, pour l'écolâtre de Saint-Martin de Tours, qui n'est d'ailleurs pas une cathédrale, mais il y a quand même, disons, là on voit le fil rouge, puisque Saint-Martin de Tours, c'est l'abbaye dans laquelle Alcuin a terminé sa carrière d'enseignant, vous voyez. Donc il a enseigné à Saint-Martin de Tours, il a eu des élèves d'ailleurs à Saint-Martin de Tours, et par la suite, cette école a continué justement au IXe siècle, au point qu'il a été nécessaire à un moment de créer un patrimoine d'écolâtre, tout simplement parce que il y avait quand même un précepte qui s'imposait déjà au Moyen-Âge, celui de ne pas vendre son enseignement, puisque on considérait que la science était un don de Dieu et qu'elle ne devait pas être vendue. Donc il y a, disons, un précepte tiré notamment de l'Évangile selon saint Matthieu. Donc tu as reçu gratuitement, tu donneras gratuitement. Eh bien donc il faut donner gratuitement la science qu'on a reçue gratuitement de Dieu. Et dans ce cadre-là, pour éviter que les écolâtres de Saint-Martin de Tours demandent de l'argent à leurs élèves, on crée un patrimoine qui va rémunérer leur enseignement. Et c'est de là que, il y a sans doute eu peut-être avant
d'autres patrimoines d'écolâtres, mais qui ont disparu de la documentation. Le premier qui est visible, c'est celui-ci, pour tout l'Occident. Et à partir de là, on peut voir apparaître petit à petit, alors beaucoup plus tard la plupart du temps, mais dans les églises, on voit apparaître des patrimoines qui vont finalement rémunérer la fonction d'écolâtre dans les cathédrales. Et ça, c'est vraiment le signe qu'il se passe quelque chose autour d'individus qui ont, alors vous l'avez bien dit, ce n'est pas à vendre, mais il faut bien vivre, donc ça c'est tout à fait normal, qui ont un revenu, mais qui vont transmettre le savoir. Marie-Céline Isaïa. C'est magnifique que Thierry Coimet fasse comme ça la transition, montre le lien entre l'époque d'Alcuin à Tours et la naissance de ce poste finalement, de cette fonction d'écolâtre de Saint-Martin de Tours, parce que du temps d'Alcuin même, on parle de Tours, de ce qu'est devenu Tours, à cause de la présence de cet abbé singulier qui attire des disciples de l'Occident entier. Donc il y a sans doute eu là un changement d'échelle. Saint-Martin de Tours, qui est devenu une collégiale, attire, alors la vie d'Alcuin dans une petite vignette présente ceux qui sont moines de Saint-Martin de Tours, ou chanoines de Saint-Martin de Tours, peu importe, agacés à cause de la présence des élèves anglo-saxons qui font le voyage d'études, qui viennent s'installer et qui occupent tout le terrain. Ils viennent par dizaines pour suivre les leçons d'Alcuin. Alors, ils le disent là pour s'en agacer, mais on sait aussi, là, à travers des trajectoires biographiques plus singulières, que quelqu'un comme Raban surnommé Mort, qui est devenu archevêque de Mayence, mais qui était un moine de Fulda, donc on parle de la Germanie profonde, est venu en voyage d'études parce qu'Alcuin était à Tours et qu'il fallait profiter de son enseignement. Donc c'est sûr qu'on a là un changement d'échelle, on n'est plus face à une petite école monastique qui transmet à l'intérieur, on est face à une école de rayonnement international pour laquelle évidemment il va falloir salarier un spécialiste. Avec des déplacements dans toute l'Europe pour aller auprès d'un maître réputé. D'ailleurs, comment les choisit-on, ces maîtres, Thierry Coimet? Parce que c'est pas tout ça, écolâtre, c'est très bien, mais faut bien que quelqu'un désigne cet écolâtre. Alors, dans les écoles cathédrales, pendant très longtemps, c'est l'évêque qui va choisir cet officier, puisqu'il s'agit en fait d'un officier de l'église cathédrale, donc qui est parfois pris parmi les chanoines, mais souvent on n'a pas de chanoines assez savants en interne pour pouvoir justement réaliser ces recrutements. Donc on va, il y a presque un marché qui se met en place dès la haute époque d'ailleurs, puisque on voit comme cela des maîtres qui passent d'une église à une autre, qui sont démarchés et qui vont je pense, en ayant des conditions meilleures, passer donc d'une cathédrale à une autre. Mais petit à petit, et bon alors là je vais avancer à grands pas, peut-être m'éloigner de la période carolingienne, mais ce à quoi on assiste à partir du XIe siècle, donc nous sommes 2 siècles après Charlemagne, mais ce à quoi on assiste à partir du XIe siècle, c'est à à la prise en main de ce recrutement par le chapitre cathédral lui-même. Parce qu'en réalité, finalement, l'écolâtre, qui était un officier, qui donc pouvait être engagé, débauché, mais aussi, finalement, renvoyé, va finir par acquérir au sein du chapitre cathédral une position qui va se stabiliser. Bon, déjà, il y a un patrimoine, mais surtout, il va devenir l'un des dignitaires du chapitre. Au même titre que le chancelier, le doyen, le trésorier. Bon, il y a des fonctions fixes dans le chapitre. Et à ce titre-là, à partir du moment où l'écolâtre, le maître de l'école cathédrale, devient un dignitaire, il commence pour le chapitre, il commence à être utile de pouvoir avoir son mot à dire. Ce qui fait que le recrutement de l'écolâtre, la nomination de l'écolâtre va passer dans beaucoup de cathédrales des mains de l'évêque à celles du chapitre. Ouais, ça change tout parce que cet écolâtre qui, du temps de Charlemagne, est celui qui va avoir comme office, comme charge d'enseigner, tout doucement prend une toute autre posture à l'intérieur même du chapitre de la cathédrale. Marie-Céline Isaïa, ces écolâtres, et merci Thierry Coimet d'avoir rappelé quand même que c'est l'historiographie qui a imposé ce mot, parce qu'il y a plein d'autres mots, il y a les maîtres, etc. Mais écolâtre, c'est resté parce qu'il y a ce petit côté exotique aussi. On sait tout de suite de quelle période on parle. Ces écolâtres sont très importants, mais moi, il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce que vous venez de nous dire. Pour certains qui sont très réputés, ils attirent de l'Europe entière des élèves. Et
qu'ils peuvent être débauchés par une autre cathédrale. C'est-à-dire qu'il peut y avoir monnayage, il faut avoir le plus réputé et essayer de le séduire pour le faire venir. Alors pour le très haut Moyen-Âge, on n'a pas vraiment d'idée sur le mode opératoire. En revanche, on voit des évêques, des archevêques envoyer leurs meilleurs étudiants, les plus prometteurs, en voyage d'études dans les centres d'enseignement réputés. Je pense à la carrière d'un moine comme Éric d'Auxerre. Éric, il devait être assez doué, il a grandi toute sa vie à Saint-Germain d'Auxerre. Et on le voit, alors sans doute à l'initiative de son abbé, partir un peu à Laon, un peu à Ferrières, aller se former 18 mois ici, 18 mois là, avoir accès à une autre bibliothèque, pouvoir bénéficier du coup de l'enseignement d'un maître un petit peu différent. Et quand il revient dans son monastère, c'est avec la charge d'écolâtre. Donc il y a là une stratégie, je ne sais pas quels étaient éventuellement ses concurrents pour le poste, mais il y a clairement une stratégie qui a été assumée par l'abbé, avec sans doute le consentement d'Éric, et puis sa curiosité intellectuelle, qui lui permet de devenir le responsable de cette école, pour laquelle on a une véritable généalogie de maîtres, depuis des maîtres irlandais jusqu'à la fin du 9e et jusqu'au début du 10e siècle en vérité. Nous parlons des bons élèves, et c'est très bien d'ailleurs, vive les bons élèves, et puis, il faut le dire, ça se passe pas toujours comme ça. Tu voles souvent nos ceintures, nos bourses, l'argent de nos frères, leurs vêtements, leurs livres, leurs parchemins, leur nourriture. Chaque jour, tu ne fais rien. Tu ne chantes pas, tu ne lis pas, tu n'écris pas, tu n'apprends rien aux autres. Et cependant, chaque jour, tu veux manger et boire à ne rien faire. Comment as-tu appris à penser ? Tu es un diable, et non un homme. Tu es le fils du diable, et non de Dieu. Espèce d'idiot. Espèce de merde de chèvre. Espèce de merde de mouton. Espèce de bouffon. Pourquoi ne veux-tu pas agir aussi bien que cet élève que j'aime tant ? Il a à peine 12 ans, et pourtant il n'est pas aussi con que toi, qui a déjà 15 ou 16 berges. Nous étions au XIe siècle, et oui, c'est une traduction d'Arnaud Lestremo. Cet extrait vient d'un manuel d'un moine anglo-saxon du XIe siècle. C'est un reproche qui est fait à certains élèves. Mais oui, ils viennent là, ils sont au chaud, ils viennent manger. Le manuel, c'est celui d'Alfred Bata. Je le prononce bien, c'est ça ? C'est juste parfait. Merci beaucoup d'avoir permis d'écouter un passage qui est vraiment tiré d'un manuel scolaire. C'est sans doute des phrases que les petits élèves d'Alfred Bata devaient apprendre par cœur et répéter. Et vous n'avez pas choisi les passages les plus croustillants. Voilà, alors il faut imaginer qu'on est dans un système où on doit apprendre le latin comme Thierry Coimet l'a très bien dit, qui est une langue complètement étrangère. Et pour apprendre le latin, il va falloir énumérer. Tu voles, alors on met à l'accusatif, tu voles nos ceintures, tu voles nos bourses, tu voles, etc. Et plus on décline ainsi la langue, plus on apprend les désinences, et on apprend d'autant mieux que on dit des choses rigolotes. Alors pourquoi pas des listes d'insultes, je pense qu'on a tous commencé les langues étrangères comme ça. Comment est-ce qu'on dit ? Voilà, c'est pareil au XIe siècle. C'est cette efficacité pédagogique qui est incroyable pour cette période qui nous intéresse, celle de la Renaissance carolingienne. Et on le dit bien, Charlemagne, c'est une chose, mais déjà avant lui, avec Pépin le Bref, au moins, et surtout après lui, avec son fils Louis le Pieux, il y a cette volonté d'agir, de transmettre, et on a bien compris la motivation. Thierry Coimet, il faut peut-être faire un petit arrêt géographique dans cette histoire-là, parce que nous parlons d'un très vaste territoire. Il y a l'Italie, héritière des structures de l'Empire romain qui se sont diffusées, mais avec les innovations venues d'ailleurs. Vous nous avez parlé des Irlandais qui ne parlaient pas latin auparavant, qui ont dû l'apprendre. Est-ce que ce que Charlemagne met en place permet d'unifier, mais de ne pas effacer complètement tout ce qui existait déjà ? Vaste question. Effectivement, c'est en fait dans cet empire qui est malgré tout héritier des structures romaines, et même le royaume des Francs est un royaume qui a à la fois un héritage romain, et une aristocratie d'origine sénatoriale pour les Mérovingiens, et
une aristocratie franque. C'est vrai que l'héritage romain, la culture romaine est quelque chose qui était absolument considéré comme essentiel. Donc on a ici, avec l'extension de ce regnum francorum, de ce royaume des Francs, à des frontières donc de pays, la Germanie par exemple, qui elle en revanche n'a jamais connu la conquête romaine, on a évidemment, disons, la volonté d'étendre cette culture à l'ensemble du territoire de l'Empire. Donc c'est vrai que Marie-Céline a parlé tout à l'heure de l'abbaye de Fulda, qui est un lieu de savoir important, mais qui se trouve au fin fond de la Germanie, et qui, depuis le fin fond de la Germanie, va pouvoir briller et rayonner. Donc on a comme cela des centres d'études, des centres de savoir qui sont disséminés dans l'ensemble de l'Empire, et qui vont aussi occuper, par le biais de l'évangélisation, qui vont aussi occuper des territoires qui auparavant n'avaient pas connu du tout la culture romaine. L'abbaye de Fulda, c'est pas très loin de Francfort. Voilà, oui. Ceux d'entre nous qui ont appris à dessiner l'Empire carolingien savent que les îles britanniques n'en font pas partie. Et je voudrais quand même insister un petit peu sur cette dimension-là. Ce qu'on appelle à l'époque la Bretagne, donc l'île de Bretagne et tout le monde irlandais derrière, est resté un conservatoire de culture latine dans le monde irlandais, et de culture latine importée depuis le pontificat de Grégoire le Grand, le pape qui est mort en 604. Et cette île de Bretagne irrigue le continent, est devenu un conservatoire de manuscrits. Il faudrait quand même que dans cette émission, une fois, on ait cité le nom de Bède le Vénérable. Bède le Vénérable, c'est celui que Alcuin considère indirectement, bien sûr par l'intermédiaire de l'archevêque Egbert, mais c'est celui que Alcuin considère comme son véritable maître. Bède le Vénérable, on est dans le royaume de Northumbrie, c'est-à-dire sous cette double influence de l'Italie, de Grégoire le Grand d'un côté à travers Benoît Biscop, et du monde irlandais de l'autre à travers les établissements de Bangor ou de Iona. Et Bède le Vénérable distille toute cette science à la fois irlandaise, anglo-saxonne et tardo-antique classique, et la transmet au continent. Donc oui, on est dans un monde de telle circulation que la Renaissance carolingienne ne doit pas se comprendre uniquement comme une Renaissance qui, bien sûr, tirait directement sa sève de la conquête de l'Italie par Charlemagne. Il y a tellement d'autres voies de circulation. Charlemagne a-t-il inventé les profs ? France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Nous avions ces écolâtres auprès de nous pour enseigner. Avec cette évolution, Thierry Kwame, vous l'avez clairement expliqué, que l'écolâtre devient une figure très particulière au sein du chapitre cathédral. Peut-on évoquer une hiérarchie des enseignants? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a le petit maître, le maître très réputé, l'écolâtre, etc. Ça se construit comment? Tout à fait. Alors, moi je parlerai plutôt de la période post-carolingienne de ce point de vue-là, parce que c'est là que l'on peut voir, grâce aux sources, cette hiérarchisation. En réalité, la hiérarchisation, c'est un peu comme maintenant, dépend aussi de la matière enseignée. Et on a au Moyen-Âge des maîtres qui sont finalement, auxquels on donne la mission d'enseigner simplement l'écriture, enfin la lecture surtout d'ailleurs essentiellement aux enfants, et cette lecture sur le psautier peut se faire par des maîtres qui n'ont pas des compétences très développées, mais par ailleurs, ensuite quand on atteint certains types de connaissances comme le trivium, à savoir donc l'apprentissage de la grammaire technique, de la rhétorique, de la dialectique, là il faut quand même quelqu'un d'un peu plus expérimenté. Et au-delà, lorsque l'on va de plus en plus avancer dans le temps, on va avoir aussi une spécialisation donc des matières supérieures. Et c'est vrai que à partir d'un certain moment, il faudra aussi des gens qui sont spécialisés dans la théologie, donc l'exégèse, dans le droit. Mais on a aussi des enseignants en médecine dans certaines écoles très réputées, notamment en Italie, à Salerne. Donc on a finalement une hiérarchie qui, c'est pas d'ailleurs propre au Moyen-Âge. On trouvait déjà
ça dans l'Antiquité, où on avait évidemment, on ne salariait pas de la même manière un simple professeur, disons professeur de grammaire et un professeur de rhétorique et a fortiori un professeur de droit. Donc vous aviez, disons, une hiérarchie. Mais cette hiérarchie va changer, disons, d'articulation au Moyen-Âge, puisque ce n'est pas le droit qui va être la discipline la plus honorable, mais plutôt la théologie. Marie-Céline Zaya. Oui, c'est très intéressant cette question de la hiérarchie interne des enseignants, parce que ça nous renvoie à la formation des maîtres eux-mêmes. Parce que la meilleure façon de devenir un maître, c'est d'être d'abord le répétiteur des plus jeunes. Si bien que pour la période antérieure à celle à laquelle s'intéresse Thierry Kouamé, on voit des élèves de 14-15 ans qui sont en situation de faire réviser leurs leçons aux plus jeunes. Il faut imaginer une école qui n'est pas organisée en classes d'âge très séparées, mais où sont ensemble des plus âgés, des plus jeunes, et les uns prennent les autres sous leur aile, etc. Et finalement, on apprend sans doute le métier aussi de cette façon, avec le temps qui passe. Marie-Céline Zaya, vous êtes professeure d'histoire médiévale à l'université Jean Moulin, Lyon 3, autrice de l'histoire des Carolingiens, 8e, 10e siècle, publiée au Seuil, et puis une autre histoire, temps et passé dans les vies et passions latines, 4e, 11e siècle. Dans cette histoire que nous racontons, on voit bien que c'est comme aujourd'hui, il faut s'adapter, se spécialiser dans différents domaines, avec des particularités évidentes. C'est une histoire très religieuse, des clercs enseignent. On va avoir le développement d'un enseignement laïque. On voit poindre ça. Est-ce qu'il y a ça déjà ? Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous renvoie à la question de qu'est-ce que c'est qu'un enseignement laïque ? Qu'est-ce que ça voudrait être ? Dans la cathédrale de York, quand l'archevêque Egbert enseigne, il enseigne à partir de Pline, histoire naturelle. Il est clair que dans son esprit, ça n'est pas un enseignement laïque. On regarde le cours des astres, on regarde l'organisation de la création et on connaît le créateur. Et pourtant, on ne peut pas vraiment dire que le sujet de l'enseignement soit proprement religieux. Donc, de son point de vue, il apprend et il enseigne pour la gloire de Dieu. Thierry Kouamé. Oui, alors j'ajouterais effectivement qu'on peut très bien enseigner des matières religieuses à travers des auteurs qui ne le sont pas. Mais c'est vrai que alors pour la période qui est celle de la Renaissance carolingienne, on n'a pas de développement d'école strictement. On pourrait dire laïque. En revanche, on va voir apparaître en Italie, à partir du XIe siècle, des écoles qui vont enseigner l'art du notariat. Donc des écoles qui, évidemment, c'est lucratif tout ça, c'est pas pour l'amour de la science, c'est pour ensuite pouvoir prendre des charges de notaire. Et puis le droit va se tirer, va partir de cela. Ce qui fait que on va assister, et c'est pas le cas pour le nord des Alpes, mais au sud des Alpes en Italie, on a le développement d'écoles urbaines qui sont des écoles donc dans lesquelles les maîtres sont laïcs et enseigne des matières profanes, disons purement profanes. Et c'est vrai on a plutôt tendance, en général, à voir l'enseignement médiéval comme un enseignement purement clérical, parce que c'est un peu un tropisme qui est lié aux universités du nord des Alpes, qui sont des institutions ecclésiastiques, mais ce n'est pas quelque chose qui a été absolument, disons, un monopole absolu dans l'ensemble de la chrétienté. Et puis le cas des petites filles, donc dans les monastères pour femmes, bien sûr, il y a de l'enseignement. Hors de ces monastères-là, Marie-Céline Zaya, est-ce qu'il y a cette attention au-delà de ce que doit savoir une jeune fille, la couture, etc., la lecture, par exemple? Alors, dans les écoles paroissiales, il n'y a pas de raison pour que les filles soient exclues, donc pourquoi pas apprendre à lire dans le psautier. C'est d'autant plus important qu'on n'a pas parlé de l'éducation qui est donnée à la maison, mais vraisemblablement, la première maîtresse, en fait, c'est la maman qui apprend à lire aussi bien aux enfants s'ils ne fréquentent pas l'école paroissiale, ou si elle est trop loin, ou peu importe. Donc on imagine que les femmes transmettent au moins le savoir lire, ce qui n'est pas très différent du savoir prier. Enfin, tout ça s'entend ensemble. Après, les monastères assument effectivement pour les femmes la transmission de compétences qui peuvent aller jusqu'à l'enluminure, qui peuvent aller jusqu'à la fabrication de vêtements liturgiques, en plus du fait de savoir très bien copier ou écrire, oui.
C'est l'histoire d'un très beau métier que vous nous avez raconté, Marie-Céline Isaïa, Thierry Kouamé, ce moment carolingien et au-delà. Merci vivement à tous les deux. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment. Comment vivaient les paysans au temps des pharaons ? Pendant longtemps, les historiens ont attribué un rôle central aux pharaons et à l'État dans le développement de l'économie de l'Égypte ancienne. L'organisation de l'irrigation, du stockage et de la répartition des récoltes semblait impensable sans l'intervention du roi et de son administration, car celle-ci devait enregistrer, calculer et collecter les ressources du pays. Les documents concernant les systèmes de redistribution alimentaire, mis en place pour prévenir les crises liées aux aléas de la crue du Nil, étaient souvent présentés comme une preuve que les pharaons étaient soucieux du bien-être de leurs sujets. En 1976, la publication de l'ouvrage de Karl Butzer sur la civilisation hydraulique dans l'Égypte ancienne a marqué une rupture avec les modèles historiographiques antérieurs. Il a montré en effet qu'en se focalisant sur l'agriculture institutionnelle, ces modèles avaient occulté le rôle essentiel qu'avait joué l'agriculture domestique dans l'Égypte ancienne. Comme les paysans qui la pratiquaient n'utilisaient pas couramment l'écriture, on comprend qu'ils n'apparaissent que rarement dans les sources écrites. L'étude attentive du lexique égyptien a permis de montrer la multitude des termes désignant les types de sols selon leurs caractéristiques physiques, leur productivité ou leur localisation. Les terres élevées côtoyaient des zones basses, marécageuses, tandis que des bosquets, des eaux résiduelles de la crue ou des petites îles permettaient une exploitation variée du milieu naturel. Cette diversité offrait de nombreuses ressources aux paysans, grâce auxquelles ils ont pu développer une agriculture domestique. Certes, la création des grands domaines pour les institutions, les contraintes fiscales, l'obligation périodique d'accomplir des travaux pour l'État réduisaient fortement l'autonomie des populations pastorales dans l'exploitation du milieu environnant. Néanmoins, le creusement et l'entretien des canaux et des digues étaient des activités locales qui supposaient l'existence d'une organisation communale impliquant tous les villageois. Les études sur le fonctionnement de ces communautés de base ont permis de rompre avec le mythe du fellah démuni et accablé par toutes sortes de pénalités. Cette image misérabiliste de la société rurale égyptienne, très éloignée de ce que les sources administratives et les fouilles archéologiques révèlent aujourd'hui, a longtemps masqué les inégalités profondes qui existaient en son sein, illustrées par les écarts de richesse et par un accès différencié aux institutions placées sous la coupe du pharaon. Au sommet de ces communautés de base se trouvait l'entrepreneur rural, capable de livrer des milliers de sacs de céréales au fisc ou d'assurer l'exploitation de plusieurs dizaines d'hectares pour un temple ou pour la couronne, ce qui impliquait la possession de ressources considérables en main-d'œuvre, en animaux et en outillage agricole. Tout en bas, il n'était pas rare que des individus en détresse se vendent comme serfs ou passent des contrats d'asservissement auprès de leurs voisins plus riches, ce qui creusait davantage les inégalités au sein de la société paysanne. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares et Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Vudet, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Maïwen Guizou, à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.